On va parler maintenant du rapport de Bolloré avec l'Afrique. Et pour en parler, on applaudit bien fort Sumboy, qui doit être dans les parages, et Fanny Pigeot. Fanny qui est là. Merci à vous. Bienvenue. Vous avez un micro. Vous pouvez mettre un chapeau pour vous donner tout ce qui est de l'ordre de la crédibilité. Il n'y a pas d'obligation. Je vais vous présenter. Alors, Fanny Pigeot. Fanny, tu es journaliste indépendante, formée notamment, mais pas que, au Centre d'études d'Afrique noire. Tu as bossé beaucoup au Cameroun pour l'AFP et pour l'IB. Donc, pour un auditeur d'Europe 1, tu es ce qu'on appelle le chétan. À peu près, hein. Je résume, je vulgarise. Et tu es l'une des spécialistes de ce qu'on a longtemps appelé et qu'on appelle encore la France-Afrique. On peut applaudir Fanny Pigeot qui nous a rejoint. Et Sumboy, tu es le créateur et le principal animateur de la chaîne YouTube qui s'appelle Histoire Crépue, que vous connaissez. Bon, voilà, il y a des fans. Qui aborde notamment l'histoire coloniale, les rapports de domination coloniaux, comment ils s'organisaient, mais surtout comment ils s'organisent encore. Parce que oui, il y a des systèmes de domination coloniaux encore aujourd'hui. Je pense notamment du côté du Proche-Orient. Voilà, je m'arrête là, on m'estime que non, mon avocat est déjà en burn-out. Bref, on va rester sur l'Afrique si vous le voulez bien. Sumboy, j'ai envie de commencer avec toi. Alors, c'est une question un peu vaste, hein, je t'avoue, mais en quoi la fortune de Bolloré s'est bâtie sur l'exploitation des ressources des pays africains? Merci beaucoup pour la question. Je vais essayer de faire un tunnel un peu court, tu vois. J'avoue qu'elle est vaste, elle est vaste. Mais j'ai pris des notes histoire d'avoir les bonnes dates, comme ça je vous induis pas en erreur. Pour comprendre l'histoire de Bolloré et comment il a construit sa fortune, il faut comprendre une chose, c'est que Bolloré c'est l'héritier d'une famille qui travaille dans la papeterie depuis des années. On va dire l'histoire Bolloré est racontée depuis 1822, où son arrière-arrière-grand-père est rentré d'un voyage en Chine avec une recette de papier ultra fin. Voilà. Et donc après ça, un de ses descendants a racheté un petit moulin à papier en Bretagne, dans la Bretagne où ils habitaient, pour fonder la marque qui s'appelle OCB, que vous connaissez peut-être si vous fumez, qui fait du papier, qui est avec du papier ultra fin. Et donc la marque OCB, le B veut dire Bolloré. Donc il vendait ce papier ultra fin et aussi du papier Bible et du papier qu'on retrouve dans les éditions La Pléiade pour les plus instruits d'entre nous. Bolloré, lui, il naît en 1952, donc bien après, mais sa famille est extrêmement riche grâce à l'argent de ce papier et donc la famille connaît vraiment des politiques, tout le grand monde économique français. Bolloré, lui, il naît à Boulogne-Billancourt, il fait des études en CM2, il est dans la même classe que Martin Bouygues, si je me trompe pas. Ah oui, ouais, vraiment, petit camarade de classe, voilà. Et ensuite, il va dans un lycée privé catholique, etc. À 23 ans, il devient vice-président de la banque, de la compagnie financière de Rothschild, parce que sa famille est suffisamment puissante pour le placer là. Donc, juste pour vous dire que ça va bien au niveau de sa vie économique. C'est pas quelqu'un qui est dans la galère. Sa famille est déjà riche, mais la marque OCB va mal. C'est un de ses cousins qui la gère et la marque est au bord de la faillite. Du coup, Vincent va la racheter pour 1 franc symbolique avec son frère, donc ils vont l'acheter pour 2 francs et ils vont décider de la restructurer complètement avec un système particulier qu'on appelle le système des poulies bretonnes. Et je vais vous expliquer rapidement, mais c'est l'idée que grâce à de l'argent qu'ils vont avoir très rapidement, ils vont pouvoir entrer dans le capital d'autres entreprises et donc racheter des parts petit à petit, de manière à prendre le contrôle politique d'autres entreprises. Et donc retenez bien ça parce que c'est la méthode de Bolloré sur tout le long de sa carrière. Et c'est aussi pour ça qu'il va aller vers l'Afrique. Pourquoi ? Parce que en Afrique, il y a un contexte très particulier qui va lui permettre de mettre cette technique, de rendre cette technique extrêmement efficace. Et donc c'est ce qu'on voit à partir de 1980. Donc il a récupéré OCB, on l'appelle le petit prince du cash flow. Il coupe les salaires, ça lui permet d'avoir du cash et il réinvestit tout de suite, notamment en Afrique où il récupère les activités de la marque Bastos, qui est une marque de cigarettes. Et à partir de là, il va récupérer tout un tas de... En fait, il va devenir ce qu'on appelle le petit roi de la cigarette en Afrique de l'Ouest. Donc toute l'Afrique francophone dépend de la production du papier Bolloré, du tabac Bolloré, puisqu'il va aussi acheter des plantations, du tabac, du cacao, du chocolat, etc.
Et donc il va se faire un empire comme ça commercial autour de la cigarette en Afrique. Et ça lui permet d'avoir de l'argent qui rentre très vite, des bénéfices, et il va racheter en 1986, il va racheter au groupe Suez une compagnie qui s'appelle la Socopao, entre autres. Je regarde Fanny qui connaît mieux les sigles que moi. On parle sous contrôle. Ouais, voilà, c'est ça. La Socopao, et qui en fait est une compagnie, une vieille compagnie coloniale qui s'occupe notamment des ports. Ça fait peur à une autre entreprise qui s'appelle la Delmas Vieljeux. C'est là que vous allez comprendre un peu c'est quoi l'intérêt de l'Afrique. C'est qu'en Afrique, pendant la période coloniale, il y a des grosses entreprises françaises qui se sont constituées. Leur but, ça va être d'exploiter l'intérieur des terres, d'exporter de la matière première vers la France ou vers le reste du monde. Une de ces grandes entreprises d'import-export, c'est la Delmas Vieljeux, qui a été créée à La Rochelle, notamment par monsieur Léonce Vieljeux. Et Léonce Vieljeux, c'est un résistant, mais c'est aussi avant tout le président du comité de propagande coloniale de La Rochelle. Il organise l'exposition coloniale de La Rochelle. Il écrit un livre qui s'appelle La foi coloniale, etc. Enfin, vraiment, c'est l'esprit colonial français d'entreprise coloniale français le plus pur, quoi. Et donc la Delmas Vieljeux, après la colonisation, ses activités ne se sont pas arrêtées, donc elle continue à exploiter les choses de la même manière. C'est ce qu'on appelle la France-Afrique, le néocolonialisme, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas de changement réel malgré les indépendances entre l'exploitation qu'il y avait avant et après. Et en fait, le fait que Bolloré ait acheté une compagnie portuaire, ça va faire peur à la Delmas Vieljeux, qui va rentrer dans une espèce de guerre économique avec Bolloré. Grâce à sa méthode d'avoir du cash rapide, il va pouvoir grignoter des parts de la Delmas et récupérer la Delmas, puis récupérer des entreprises coloniales anglaises, néerlandaises, belges. Et donc il va se faire une sorte d'empire africain qui est sur les bases des vieilles entreprises coloniales. Donc lui, il n'hérite pas directement de la colonisation, mais il profite d'un système qui est déjà en place, et c'est un système de monopole. Donc ça, c'est quoi, dans les années 90 ? Ça, c'est les années 90. C'est en 1991 qu'il prend le contrôle de la Delmas, et derrière, il va prendre le contrôle d'une autre boîte qui est aussi connue, enfin un truc qu'on appelle le groupe Rivaud, qui avait une banque qu'on appelle la banque Rivaud, et qui est aussi une très vieille entreprise coloniale qui gère notamment, qui est très liée au RPR de l'époque. Voilà, et donc bons souvenirs. Ouais, voilà, il y a tout un tas de tractations et de choses qui se passent au niveau de la banque Rivaud et du groupe Rivaud qui font qu'il est sous la menace du fisc. Enfin, tout le monde sont sur les côtes de Rivaud, et donc Bolloré va aussi pouvoir le racheter et avoir en plus des ports, des plantations, il va avoir des chemins de fer, et il va avoir encore plus de plantations, en fait presque près de 83 000 hectares de plantations en Afrique. Ça, je pense que tu pourras y revenir aussi après. Et pour terminer un petit peu avec ce moment-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la méthode de Bolloré, du coup, c'est toujours ce truc de choper une entreprise qui lui fait dépenser très peu d'argent. Tous les bénéfices, il les encaisse et il les investit pour récupérer du capital d'autres entreprises, et il gonfle comme ça. Et il grignote un peu il grignote comme un cancer. Exactement. C'est exactement ce qu'il fait. Et au final, il profite ici du fait qu'il n'a pas besoin de faire jouer la concurrence. En fait, les entreprises sont tellement installées et elles ont tellement le monopole de tout ce qu'il y a qu'il n'a pas besoin de dépenser de l'argent pour faire jouer la concurrence ou pour être meilleur qu'un concurrent, par exemple sur les chemins de fer au Cameroun ou ailleurs. Et il a déjà quasiment tout le monopole, et ce qui va lui faire une rente, des rentes ad vitam un peu aeternam, sauf qu'il va vendre ses activités, d'abord le tabac, puis la Delmas Vieljeux, pour se concentrer sur la logistique. Pourquoi ? Parce que à partir du début des années 2000, le FMI et la Banque mondiale vont forcer les pays africains à libéraliser leur économie, notamment au niveau des ports. Et je te passe la parole sur ce point-là. Ah ben merci déjà pour ce bon briefing de Bolo en Afrique. Fanny, toi, tu as travaillé beaucoup sur les activités de Bolloré au Cameroun. Qu'est-ce qui t'a amené toi personnellement à t'y intéresser, et qu'est-ce que tu as découvert ? Alors effectivement, je me suis intéressée aux activités de Bolloré au Cameroun parce que j'étais au Cameroun, et forcément, comme Bolloré y a construit un empire particulièrement important, ça a été vraiment un pays important pour lui. Donc il a effectivement eu une concession au port de Douala, qui est le principal port de toute la région d'Afrique centrale. Il a eu la concession du
de l'unique terminal à conteneurs, donc qui dessert le Cameroun, le Tchad, la Centrafrique, donc qui rapporte beaucoup d'argent. Il a eu le chemin de fer avec l'entreprise Camrail, là, qui effectivement, c'est grâce au plan du FMI qui a obligé le Cameroun, contre des prêts, à privatiser une partie de ses entreprises publiques. Donc voilà, il a eu le chemin de fer. Il a eu les plantations qu'il a toujours d'ailleurs, donc palmiers à huile essentiellement. Il a investi toute la chaîne de la logistique de ce pays. Donc quand on est au Cameroun, on ne peut pas échapper à Bolloré. Il a eu aussi pendant une période des forêts, donc il a exploité le bois tropical du Cameroun. Juste une petite digression, une petite question. Est-ce qu'il fait ses acquisitions en toute légalité ou est-ce qu'il y a des soupçons de corruption plus? Oui, parce que je pose des petites questions naïves avec mon petit chapeau pointu. Oui, mais là, c'est quand même un peu exagéré. Alors, effectivement, c'est une particularité du groupe, des soupçons de corruption. Et ça a été le cas au Cameroun. Pour le Camrail en particulier, il y a eu, alors c'était dans le cadre des privatisations, mais bon, ça s'est fait un peu bizarrement. Et il y a eu une plainte pour l'histoire du port de Douala, une plainte pour corruption contre X, qui était déposée par un de ses concurrents, Jacques Dupuy-Dobie. Bon, il y a eu des convocations qui sont parties vers les responsables du groupe Bolloré, et ça c'était dans les années 2007-2008 quand j'étais moi-même au Cameroun, donc j'ai suivi ça d'assez près. Et le juge d'instruction qui menait cette instruction a été muté du jour au lendemain. On ne saura pas, donc voilà. Ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté, et je sais qu'il y a des convocations envoyées vers Vincent Bolloré lui-même comme témoin. La convocation s'est arrêtée au niveau du Cameroun. Elle n'a pas quitté le pays. Okay. Donc c'est pas arrivé jusqu'à Paris. Donc effectivement. Donc, ok, pardon, je t'ai coupé. C'est une précision qui est utile. Je t'en prie. J'allais y venir parce qu'il a réussi effectivement à créer cet empire grâce à des méthodes un peu, on va dire, sulfureuses. Il a eu aussi... On sent que tu es précautionneuse quand même, et peut-être on en parlera après des procès. Il a aussi eu l'appui d'hommes politiques français, ça aussi ça a été documenté, mais aussi dans les pays dans lesquels il a opéré, il a créé des liens avec des ministres, avec des députés qui l'ont beaucoup aidé, qui ont aidé à avoir des marchés, mais aussi à faire en sorte que la justice soit moins regardante, ou avoir des faveurs en termes d'impôts, ce genre de choses-là. Et alors, s'il a réussi à conserver cet empire longtemps, malgré les soupçons qui pesaient contre lui, c'est aussi parce et aussi pourquoi il a, pourquoi il a gardé et pourquoi il a eu beaucoup d'argent. C'est aussi parce qu'il a utilisé des méthodes là aussi discutables. Je ne vais pas utiliser d'autres mots. Coercitives. Alors, il n'a pas respecté des décisions de justice. Ça, je l'ai documenté pour Mediapart. Il y a eu un cas précis, une condamnation qui date de 1993 que jusqu'ici il n'a pas appliqué. Ce qui a causé du tort à ceux qui avaient porté plainte contre le groupe. Il a été aussi, il a pris l'habitude de ne pas payer dans le cadre de cette concession portuaire une certaine partie de l'argent qu'il recevait, qui aurait dû revenir à l'État camerounais. Ça, il ne l'a pas payé. Il a été en conflit avec l'État camerounais à ce propos-là. Ce sont des dizaines de millions d'euros à chaque fois. Il a aussi à un moment donné été là aussi, j'ai réussi à documenter un fait qui montre, et les employés de l'entreprise sur place l'ont reconnu, qu'il y a eu des falsifications de la part des employés du groupe sur place, falsification de documents administratifs. Et là, ça a coûté à l'État camerounais, ça concernait les douanes, ça a coûté au moins 55 millions d'euros sur 5 ans seulement, mais ils ont fait l'étude que sur 5 ans. Si vous avez fait ça sur un plus long terme, les sommes auraient été bien plus importantes. Il a été aussi accusé, et là aussi c'est documenté, de sous-investissement, donc il n'a pas respecté les contrats de concession qu'il avait signés avec les États, donc l'État camerounais entre autres, mais il a aussi fait la même chose au Gabon. Et ce sous-investissement, ça a coûté la vie à des dizaines de Camerounais, puisque le Camrail, le chemin de fer, il y a eu un train de Camrail qui a eu un accident en 2016, vous vous souvenez peut-être, ça a fait du bruit. Il y a eu 76 morts, 79, bon, voilà, ouais, 79 morts. Et tout ça, c'est parce que les wagons étaient
pas adapté à la ligne de chemin de fer, qu'il y a un problème de frein. Enfin bref, c'était vraiment la conséquence directe de ce sous-investissement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il a aussi... Voilà, il est aussi connu pour ne pas respecter les droits humains dans les plantations dans lesquelles il a des intérêts. Voilà. Il y a eu un fameux reportage qui montrait justement des enfants qui travaillaient dans les... voilà. Donc c'est un ensemble de techniques qu'il a mises au point qui lui ont permis de gagner beaucoup d'argent. Et il y en a beaucoup de techniques qu'on ne connaît pas non plus, mais qui lui ont permis de rapatrier cet argent ensuite en France ou ailleurs. Toi, tu as enquêté là-dessus donc? Et tu étais sur place? Est-ce que comment ça se passe un travail d'enquête là-dessus sur place? Est-ce que tu as des pressions concrètement? Alors c'était compliqué à l'époque parce que à l'époque c'était donc entre 2005 et 2010, mais j'y suis retournée à plusieurs reprises par la suite dans ce pays d'Afrique centrale. C'était compliqué à l'époque, avant qu'il quitte le continent en fait, avant qu'il quitte la partie logistique dans laquelle il était impliqué sur le continent, parce qu'il est resté présent en Afrique, dans le secteur de la télé payante et les plantations. Les gens ont peur en fait, les gens ont peur de ce groupe parce que c'est ce que j'expliquais, il a un pouvoir assez démesuré. Sur le côté de la justice en particulier, on sait que si on porte plainte contre une filiale de Bolloré, on n'est pas sûr de gagner parce que la justice s'en mêle, parce que voilà, les relations politiques qu'il a réussi à créer font que c'est très compliqué. Donc compliqué d'enquêter pour toi, oui, j'imagine. Compliqué d'enquêter, oui. Mais petit à petit, quand on arrive à créer des liens, on peut avoir des informations qui arrivent. Voilà. Someboy, je voulais revenir à toi. Tu nous as fait donc l'historique, on va dire. Combien de temps il est resté en Afrique? Est-ce qu'il y est encore? J'ai l'impression qu'il y est moins, c'est pour ça que je te pose la question. Et pourquoi il s'est désinvesti, je ne sais pas si ça se dit, mais pourquoi il est moins présent là-bas aujourd'hui? Alors, depuis combien de temps il est en Afrique? Il faut que je retrouve la date, c'est à peu près en 1985 qu'il arrive vraiment. Il faut faire le calcul, voilà. Il y est encore. Donc, ce que je racontais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il a eu cette position quasi monopolistique du contrôle de la logistique en Afrique. Juste, je rappelle un point, c'est qu'il est dans beaucoup de pays d'Afrique francophone, mais aussi beaucoup de pays d'Afrique anglophone. Et il a le plus grand réseau intégré de logistique d'Afrique avec à la fois des chemins de fer, des ports, les routes, voilà, et les conteneurs. Enfin, il y a eu beaucoup de choses dans ce qu'on appelle Bolloré Logistique Africa. Et c'est cette activité-là qu'il a revendue. Alors, je vais essayer de retrouver exactement la date. Donc, il a revendu au début, à la moitié des années, un peu après les années 2000, ses activités, Bolloré Logistique Africa, mais il n'a pas tout quitté puisqu'il est toujours présent avec le groupe Canal. Là, on a quand on pense au groupe Canal, l'image de sa présence en France, notamment, mais en réalité, le groupe Canal, c'est aussi le premier groupe de télévision payante en Afrique francophone. Et il est aussi actionnaire presque majoritaire, je pense que majoritaire dans l'autre réseau MultiChoice qui est un peu l'équivalent au niveau de la télé payante dans l'Afrique anglophone. Donc déjà, il a une énorme... Il a changé de filière un peu. Il a changé de filière, il n'a pas quitté l'Afrique en soi. Tout le cash, comme je vous l'expliquais, Bolloré, c'est pas totalement un industriel, en tout cas Vincent. Avant, dans sa famille, il y a eu des vrais industriels, mais Vincent, c'est plutôt un financier, quoi. Il a fait donc, il a travaillé à Rothschild avant de récupérer OCB, etc. Et lui, il a vraiment une logique de d'essorer au maximum ce qu'il achète, récupérer l'argent et d'avancer. Et donc là, ce qu'il a fait, c'est un peu ça. Il a revendu ses activités de Bolloré Logistique Africa à la période Covid, en fait, au moment où il y avait vraiment une possibilité de faire des marges encore plus fortes au moment de la revente. Il a revendu à MSC. Si je ne me trompe pas le nom, oui c'est ça. MSC, un groupe italo-suisse, voilà. Et en fait, le truc, c'est qu'il a toujours les médias, donc tout l'argent, il le réinvestit. C'est ce qui lui permet d'avoir autant de pouvoir aujourd'hui dans la sphère médiatique française, et c'est ce qui lui a permis aussi de garder les plantations, et donc ça lui fait toujours des rentes. Donc il a des plantations aussi, oui. Oui, voilà, les plantations, il des plantations de quoi? Des plantations, cacao, caoutchouc, EVA, palmier à huile. Ok. Et l'autre point que je voulais... Dans plusieurs pays, j'imagine? Ouais. Oui, au Cameroun, la Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, ouais.
Oui, partout, ouais. Enfin, je veux dire, Pas c'est partout, pas... non, pas partout. Et en fait, il possède ses plantations avec une famille belge, la famille Fabry, qui a un groupe basé au Luxembourg et qui s'appelle Socfin, dont on a aussi pas mal parlé à un moment donné, parce qu'il y a eu il y a toujours des problèmes dans toutes ces plantations, en fait. Et parce que je vais peut-être juste ajouter pourquoi il a vendu ses activités de logistique, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y avait une concurrence asiatique très forte, contre laquelle il peut rien en fait, et en particulier dans le secteur portuaire. Donc je pense que ça l'a poussé à se désengager. Il a eu aussi un échec. Il a perdu la concession portuaire de Douala dont je parlais et qui lui a rapporté beaucoup d'argent. C'est vraiment son joyau, rapporté d'argent donc de manière un peu sulfureuse, je l'ai dit. C'est peut-être même pas le bon terme. Il a aussi beaucoup d'affaires judiciaires qui ont commencé à se développer sur le continent. Vous savez qu'il a été mis en examen, Vincent Bolloré lui-même, pour une histoire de corruption présumée au Togo. Il y en a une autre aussi en Guinée. Tout ça, je pense que c'était difficile à gérer pour ses successeurs. Et puis l'autre chose aussi, je pense qu'il a poussé à se désengager, en tout cas sur cette activité de la logistique, c'est que il a perdu des réseaux aussi au Cameroun notamment. Il n'a plus les appuis politiques qu'il avait jusqu'à présent, et donc ça devient compliqué de fonctionner quand on a plus de personnes sur qui il a senti un peu le vent tourner, il s'est dit c'est mieux. Oui, il faut se dire aussi que dans les opinions publiques africaines, il y a une vraie critique de Bolloré qui monte, et il est vraiment aussi un des symboles de ce qu'on appelle la France-Afrique et de la France-Afrique entrepreneuriale. Et moi, c'est ce que je trouve passionnant aussi avec cette figure, c'est de se dire toute l'influence politique qu'il a aujourd'hui en France et toute la richesse qu'il a accumulée, il l'a accumulée grâce à un système qui repose sur l'héritage colonial. Et en fait, si l'Afrique n'était pas contrainte à cet échange qui est de la matière première qui passe vers les ports, qui va vers l'extérieur, la fortune de Bolloré n'aurait pas pu être constituée aussi rapidement. Il a vraiment... Donc il y a un lien très clair entre colonialisme et c'est ça. Mais sans être lui-même directement l'héritier d'une fortune coloniale, il a su récupérer quelque chose qui était un peu à l'abandon et l'optimiser de la meilleure manière pour l'exploiter. Et aujourd'hui, il passe à la colonisation des imaginaires avec des choses, avec Canal+ en fait, et avec aussi une grosse force de décision sur parce qu'il y a beaucoup de cinéma africain aujourd'hui qui est financé via le groupe Canal, ou qui permet à la fois, c'est là où on diffuse le cinéma en Afrique, dans les cinémas Canal. Je crois que c'est j'ai oublié le nom que ça, Canal Olympia, je crois. Et aussi via la chaîne. Et donc ils accordent de l'argent, ils produisent un certain nombre de films, et ils ont un regard sur la manière dont les sujets vont être traités aujourd'hui dans le cinéma africain. Donc voilà, il y a du soft power aussi à l'intérieur de ces chaînes, ouais. Je vais peut-être rebondir aussi sur ce que tu dis. Il a profité de ces structures, de ces entreprises coloniales. Il a aussi profité d'un système qui était déjà là et qui est représenté. C'est ce que rappelle le rapport d'Oxfam qui vient de sortir. C'est le système CFA, donc le franc CFA, qui est un outil extraordinaire pour la France, parce que c'est toujours la France qui tient les rênes de cette monnaie coloniale. Ça reste une monnaie coloniale, donc qui a été créée en 1945. Et donc il a profité de ça aussi, mais comme toutes les entreprises françaises comme lui qui ont opéré en Afrique, qui continuent à opérer en Afrique, ça leur donne tout un tas d'avantages, et surtout ça met une sorte d'étau politique sur tous ces États, qui sont 14 pays à encore utiliser le franc CFA. Ça les contraint à un certain nombre de choix politiques, économiques faits par la France. Voilà, il s'inscrit dans cet ensemble qui lui a beaucoup facilité la vie. Donc on peut dire que la France-Afrique n'est pas morte. Eh ben non. C'est ça la révélation. Elle ne fait que se transformer. Ouais. Donc maintenant, cela dit, elle a beaucoup de mal à voir l'avenir, parce que, comme tu le disais, il y a une jeunesse africaine qui dit son ras-le-bol, des dirigeants africains aussi qui sont en train de changer. Je pense au Sénégal, où il y a un nouveau président et un nouveau Premier ministre qui sont plus du tout dans l'optique qu'avaient leurs prédécesseurs de liens inégaux avec la France. Donc il y a là aussi un écosystème, on va dire, qui est en train de modifier la donne.
Je vais vous laisser la parole si vous avez des questions. J'ai juste une dernière question pour toi, Fanny. Tu as été poursuivie par Bolloré et on n'en a pas parlé encore depuis le début de la soirée, mais les fameux moyens d'action judiciaire de Bolloré qui s'appellent des procédures Bayon. Est-ce que tu peux nous expliquer ça et comment ça s'est passé pour toi d'ailleurs concrètement? Oui, alors à partir d'un certain moment, je pense que 2008-2009, moi j'avais fait un premier article sur Soca Palm, donc société qui exploite des palmiers à huile au Cameroun. Un premier article qui racontait ce que vivaient les employés et les riverains donc au Cameroun. Et cet article n'a pas eu de suite. Ce n'est que quand d'autres journalistes ont commencé à se dire à partir de cet article, je peux écrire des choses aussi, ça peut être intéressant de poursuivre l'aventure. À ce moment-là, le groupe Bolloré a attaqué, mais systématiquement, tous ceux qui écrivaient des articles ou qui produisaient des reportages sur ces affaires en Afrique. Donc, en diffamation. En diffamation. Donc moi, je l'ai été à partir de 2012, la première fois pour un article dans Libération dans lequel je parlais d'une entreprise américaine qui avait un projet de plantation de palmiers à huile au Cameroun. Je n'ai cité nulle part le mot Bolloré, mais la légende de l'article le citait, c'est une photo de la Soca Palm, et donc il a attaqué. Dans ce cas-là, tu es attaqué toi personnellement en ton nom ou le journal? Alors le journal et le journaliste sont attaqués. Voilà. Ah ouais. Et cela dit, je n'étais pas l'auteur de la légende, donc j'ai bénéficié d'un non-lieu. Et le juge a dénoncé la personne, t'as dit mais non, c'est Kevin. Le juge d'instruction, quand il m'a reçu, parce qu'une procédure en diffamation comme ça, on est reçu, se passe par d'abord une entrevue, on va dire, avec le juge d'instruction, qui vérifie juste l'identité et si on est bien l'auteur de l'article. Et ensuite, il n'y a pas d'instruction, on s'est procédé directement qui suit. Et là, il m'a dit en off, je vous le dis, c'est une intimidation. J'avais compris. Oui, mais personne n'est dupe. Voilà. La deuxième fois, ça a été pour un article publié par Mediapart. Ça c'est en 2016 et on a gagné en cassation 6 ans plus tard. Donc ce sont des procédures qui sont très longues. Oui, c'est ça, c'est long et ça coûte de l'argent. Et ça coûte de l'argent. Voilà. C'est censé, je pense, pousser les journalistes à arrêter d'enquêter sur ces sujets-là. Moi, ça a produit l'effet contraire. Ça m'a donné envie de continuer. Mais oui, c'est pas agréable de se retrouver devant un juge et d'être. Moi, j'avais l'impression d'être la victime. En fait, non, j'étais l'accusé. Donc c'est assez étrange. Sunboy, toi, est-ce que tu fais gaffe quand tu parles de Bolloré? Tu te dis, je pèse mes mots? En fait, j'avoue que à cause de toutes ces affaires que j'avais suivies, je me disais c'est compliqué d'en faire une vidéo YouTube. J'ai toujours eu un peu peur de me lancer en vidéo YouTube parce qu'avec Histoire Crépue, on n'est pas encore assez solide pour soutenir une procédure Bayon. Donc je me disais, on ne sait jamais. Ce qu'on disait tout à l'heure, on dirait qu'il n'attaque plus actuellement. Mais j'ai eu l'occasion d'aller notamment en Côte d'Ivoire, par exemple, devant des gares de la Citarail. Donc Citarail, c'est une des entreprises ferroviaires qui faisait partie du groupe Bolloré. Et en fait, quand on va devant, les gens, on sort pas de caméra devant. Enfin, il y a vraiment une pression à ne pas faire d'image parce qu'on sait qu'on peut se faire attaquer très facilement. Et tout le monde, c'est comme si tout le monde regarde un peu ailleurs, quoi, en fait. Donc concrètement, en étant sur place, on sent vraiment la menace que fait peser la présence Bolloré dans l'espace. Et en même temps, parallèlement, il y a d'autres choses. Il a aussi Vélib, Autolib, etc. Il avait mis en place tout un tas de véhicules électriques, par exemple à Abidjan, dans la fac d'Abidjan, qui s'appelait, je crois, Blue Bus. C'était des bus électriques qui étaient censés circuler et qui sont aujourd'hui à l'arrêt. Et on voit un peu ces vestiges futuristes, un peu comme les Autolib, vraiment. Hein. Ces espèces de véhicules qui sont à l'arrêt et la présence Bolloré qui est toujours là. Mais pour le coup, là, c'est un échec. Enfin voilà, il y a aussi plein d'échecs dans sa trajectoire. Oui, parce que même Autolib, il avait à Paris, qui a été un échec aussi. Oui. Donc oui, c'est vrai qu'on a parlé de ses succès, et je mets plein de guillemets, mais n'oublions pas tous ces nombreux échecs. Voilà, tout à fait. Est-ce que vous avez... Bon, là, il y a plein de questions. J'arrive, les amis. Hop là. Tac, tac, tac. Pardon, je fais comme au cinéma. Pardon. Alors, toi, oui. Allez, vas-y. Quel est ton prénom? Sophie. Salut, Sophie. Quelle est ta question? Ma question est sur le soft power. Vous évoquiez le fait qu'il finance le cinéma, la fiction, etc. Il essaie de faire passer quoi comme message là-bas? Il est très catho, ça concerne ça? Ou ça concerne autre chose? C'est quoi le message?
Alors, je ne suis pas assez spécialiste pour dire de quoi, ce qu'il essaye de faire passer, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il va limiter un certain nombre de messages trop politiques, en fait, et trop critiques vis-à-vis notamment de de l'ancienne puissance coloniale française. Mais en tout cas, de ce que j'ai entendu, il n'y a pas de direction à dire il faut absolument parler de ce sujet. C'est plutôt limiter certains sujets dont il n'aimerait pas qu'on parle. C'est plutôt dans cette direction-là, et du coup ça passe par le fait que, comme je disais, c'est de la production en fait. Donc beaucoup de jeunes réalisateurs africains vont faire appel à Canal pour être produits, sachant qu'il y a assez peu de sociétés de production qui ont les moyens de porter des films à grand budget sur le continent africain, notamment en Afrique francophone, et que ce qui est mis en place par le CNC ou par d'autres institutions de subvention n'est pas aussi important que ce que peut mettre Canal, quoi. Fanny, toi, tu as eu l'occasion de regarder les chaînes Alors, je veux dire Bolloré? que non, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas encore et qu'il faudrait absolument fouiller parce qu'il a tout un tas. Il a aussi développé des chaînes en langue locale. Il a développé des chaînes pour enfants et effectivement, il faudrait que quelqu'un se dévoue pour regarder ces chaînes et passer du temps. Il faut être sur le continent pour ça. Et effectivement, j'ai eu aussi les mêmes échos sur le fait que il choisit aussi, ils ont les artistes qui produisent, hein, et dans un pays comme la Côte d'Ivoire, certains se plaignent parce que certains ont accès au financement et pas d'autres parmi les réalisateurs. Mais oui, c'est un pan de ces activités qui reste à étudier de près. S'il y a des jeunes journalistes en devenir, n'hésitez pas, il y a encore du taf sur Bolloré, il y a encore des choses à découvrir. Hop, je reviens, pardon, bah ouais, c'est chiant. Hop là, quel est ton prénom? Eric, bonsoir. Eric, salut, quelle est ta question? On parle d'Afrique, on parle de Bolloré, de corruption, de France-Afrique. Pour moi, la France-Afrique, c'est de la violence. Et est-ce qu'il y a des cas avérés dans la carrière de Bolloré où on peut dire qu'il a eu des méthodes brutales et violentes envers ses concurrents, par exemple? Ah ah, ça, tu veux qu'ils aient des procès encore, c'est vrai? Alors, il a eu un conflit très sérieux avec ce personnage dont je parlais tout à l'heure, Jacques Dupuy-Dobie. Ils se sont attaqués l'un et l'autre pour le contrôle de plusieurs ports africains, dont le Cameroun, celui du Cameroun, mais aussi au Gabon, au Togo. En fait, c'est la même technique qu'il a utilisée pour les journalistes. Il a attaqué sur plusieurs fronts. Les méthodes brutales, où tout est brutal en fait, parce que la manière dont il s'est emparé des entreprises l'était, parce que c'était pas à la régulière, on va dire. Les employés de Socapalm vous diraient que le management de l'entreprise est brutal. La manière dont les Camerounais qui sont morts dans cet accident de Camrail voilà, prouve bien qu'il y a une violence sous-jacente dans ce que fait le groupe et dans sa manière de fonctionner. Alors cela dit, je voudrais quand même citer une phrase importante qu'a dite Vincent Bolloré, c'est à la fin des années 90, il a dit « J'aime l'Afrique ». Les Africains, Très important. leur intelligence, leur sensibilité et leur fidélité. Ah, Alors, il n'a pas dit le sens du rythme, ça va déjà? c'est arrêté là. Mais voilà, cette vision essentialiste, pour le moins, elle dit tout en fait de sa manière d'envisager le continent. Et faut se dire aussi que son surnom, ça a été le Smiling Killer, donc tueur souriant, et aussi il est connu pour les OPA hostiles. Enfin, donc tout le principe de ce qu'il fait, c'est de l'attaque violente entre guillemets par rapport à ses concurrents. Et j'ai parlé du groupe Rivo tout à l'heure, donc c'était cette banque liée au RPR et qui avait tout un tas d'activités de plantation notamment. La manière dont il a récupéré le capital de cette banque au niveau des grandes familles, parce que c'est une vieille famille française qui a construit un héritage colonial, ça a été perçu comme hyper violent, parce que c'était quelqu'un de proche de la famille. Il a profité de toute la, je sais pas comment dire ça, mais tout l'emballement médiatique qu'il y avait et tout l'effondrement un peu judiciaire qu'il y avait autour du groupe Rivo, pour en fait récupérer les actions, évincer le fils avec qu'il connaissait depuis enfant. Enfin voilà, il y a un truc où dans les milieux d'affaires, ça ne se faisait pas de se comporter comme ça. C'était inhumain. Mais en fait, l'ensemble des méthodes de Bolloré sont inhumaines, aussi bien avec les grands avec qui il a travaillé
qu'avec les petits. Et c'est pareil pour Martin Bouygues, son pote de CM2, il l'a aussi arnaqué violemment au sens d'affaires, quoi. Et je vais redonner un exemple sur lequel j'ai écrit pour Mediapart. L'exemple de deux petits entrepreneurs camerounais qui ont eu un litige avec. Alors c'était pas Bolloré à l'époque, c'était le groupe Suez contre la Socopao au Cameroun. Il y a eu un procès et ça s'est fini à la Cour suprême. Les deux petits entrepreneurs camerounais ont gagné leur procès et jamais l'entreprise jusqu'à aujourd'hui n'a payé ce qu'elle leur devait. C'était pas grand-chose à l'époque, hein, c'était 150 000 francs français, il aurait pu payer, il n'a jamais payé. Et les deux entrepreneurs en question, pour eux, c'était toute leur vie, c'était leurs économies, ils avaient investi dans un projet qui n'a jamais vu le jour parce qu'il y a eu un litige et ils ont été ruinés et les deux familles ont fini dans la misère pour une partie. Enfin, là, la violence, elle est vraiment concrète à un petit niveau, mais ça reflète bien l'état d'esprit. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ne veulent pas payer. Alors, c'est vrai que les intérêts se sont accumulés depuis, donc on arrive à des sommes, je crois qu'on arrive à 5 millions d'euros maintenant, c'est un truc... Mais s'ils ne payent jamais, ça revient au même. Hein. Voilà, et la famille, une des deux familles a tout fait, a manifesté, est allée... Enfin, bref, ça n'a eu aucun effet. Et donc, on voit bien vrai que c'est pas, ils sont pas des gentils. Est-ce qu'on sait s'ils financent des politiques légalement ou illégalement? J'imagine qu'il y aurait des enquêtes et que vous n'avez pas toutes les réponses, mais légalement, par exemple, ouvertement. Je ne sais pas légalement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les attaques, dans les scandales de corruption, etc., dont on parlait tout à l'heure, il y a eu des liens avec notamment des campagnes de réélection présidentielle dans le cadre d'une campagne au Togo de Faure Gnassingbé en 2010, où il a sous-facturé les prestations qu'il faisait pour aider le candidat Faure Gnassingbé à faire sa campagne. Et en même temps, il a obtenu l'allongement d'une concession dans le port de Lomé. Il y avait aussi le président Alpha Condé où il y a un lien. On sait que Sarkozy, en 2007, après son élection, dès le lendemain de l'élection, il a été sur le yacht de Bolloré. Enfin, on sait qu'il y a une connivence très forte avec des politiques aussi bien en France qu'en Afrique. Mais je ne sais pas si on peut dire qu'il a financé directement. Alors, il y a des soupçons, il y a des éléments qui montrent que oui, il y a des relations il y a du clientélisme en tout cas avec certains ministres africains, camerounais, ça c'est évident. Mais arriver à le prouver, c'est compliqué. Est-ce qu'il reste des questions? Oui, 2 au moins. J'arrive. Allez, on va commencer par là-bas. Je reviens après. Hop là. Oui, c'est toi, pardon. Bonjour. C'est comment ton prénom? C'est Samba. Salut Samba. Quelle est ta question? Alors bonjour, on sait que Bolloré, c'est pas le seul en Afrique des milliardaires, enfin des hommes riches puissants français. On voit aussi, par exemple, avec MSC, pour le port de Douala, ils sont un peu battus avec la famille d'Alexis Colère. Je me demande en quelle mesure, en fait, ils se font une petite guéguerre en s'appuyant sur les réseaux diplomatiques français. Est-ce qu'ils le font? En quelle mesure en fait, ces milliardaires, ils font ces petites guéguerres en s'appuyant, voilà, sur ça. C'était ça ma question. Est-ce qu'ils jouent au Monopoly avec l'Afrique? Merci Samba. Je dirais que oui, d'une certaine manière. On sait qu'il y a des hommes d'affaires qui sont plutôt liés à la gauche, d'autres plutôt liés à la droite. À un moment donné, par exemple, Dupuy-Dobby dont je parlais, il était plutôt lié à la Chiraki. Donc effectivement, les uns et les autres se battent parfois pour le même beefsteak, on va dire. Ce qu'il faut aussi préciser, c'est que le pouvoir français soit de gauche ou de droite, la politique française, de l'État français, est toujours la même vis-à-vis de l'Afrique. Bolloré, il a été soutenu par François Hollande, il a été soutenu par Nicolas Sarkozy. François Hollande est venu au Cameroun à un moment donné et a soutenu la candidature du groupe Bolloré pour avoir une deuxième concession portuaire là du côté de Kribi. Il a l'époque où Cécile Duflot était ministre. Il a bénéficié à chaque fois, mais comme les autres entreprises françaises, du soutien des autorités françaises. Et je dirais que
les autres entreprises françaises ont bénéficié du même système, CFA et autres, même donc soutien diplomatique, soutien politique. Peut-être que Vincent Bolloré ou son groupe sont allés plus loin dans les pratiques sulfureuses, je reprends le terme. Avant de te laisser répondre à la question, Samoy, tu peux faire un point sur pourquoi le franc CFA ça a une influence sur les liens qu'il y a entre la France et... Alors, en fait, ça paraît évident et en même temps, moi, par exemple, je ne saurais pas l'expliquer. Alors, il y a un livre que j'ai coécrit qui est excellent, Allez le lire. qui s'appelle L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA, que j'ai coécrit avec un brillant économiste sénégalais qui s'appelle Ndongo Sambastila, et dans lequel on explique donc voilà, que c'est une monnaie coloniale qui garde un fonctionnement colonial. Donc CFA, déjà, ça veut dire quoi? Au départ, c'était colonie française d'Afrique. Bon, après, ça a évolué. Ça a changé. Ça a changé par la suite. Mais... Ça s'appelle comment maintenant? Il y a Communauté financière d'Afrique. Oui, et je sais plus c'est quoi. il y a deux Ça a juste changé de nom et c'est quand même toujours le même L'acronyme principe. reste le même. Ok. Il y a un franc CFA en Afrique de l'Ouest et un franc CFA en Afrique centrale. En fait, ça a beaucoup d'avantages. Ça limite les risques de change parce que le franc CFA est arrimé à l'euro. Autrefois, c'était le franc français. Donc, pour les entreprises, c'est très pratique. Il y a aussi une facilité à rapatrier les bénéfices en France sans coût. Donc, il y a un désavantage économique et financier évident. Et il y a aussi tout un aspect politique et répressif de la part de l'État français qui peut, en faisant pression à travers le franc CFA, pousser les pays africains à suivre la trajectoire politique que lui a décidée. Donc c'est vraiment un système complet qui oblige les pays africains à suivre une voie à la fois économique et politique. Voilà. Ok. Et oui, pardon, pour répondre à la question du coup de Sandra sur les guerres entre milliardaires. J'ai pas beaucoup de trucs à ajouter, mais juste rappeler le fait que Bolloré, sa stratégie, c'est vraiment ce truc de grignoter, comme je vous disais, le capital des autres entreprises. Et ce qui veut dire qu'il n'a pas forcément besoin de tout racheter. Et c'est ça qui est le plus énervant, je pense, dans sa méthode pour ses concurrents. C'est qu'il peut prendre juste 15, 20% ou 30%. Du moment qu'il est majoritaire, il prend les commandes politiques de l'entreprise et il impose sa vision. Donc parfois, il est copropriétaire, enfin co-actionnaire avec des gens avec qui qui le détestent, quoi, en fait. Et il y a vachement cette dynamique-là dans son mode d'action. Et voilà. Et donc pour rappeler encore une fois que ce qu'il fait, c'est vraiment de la politique économique un peu. Enfin, c'est vraiment ça l'enjeu de ses prises de pouvoir. Elles sont toujours politiques et économiques en même temps, mais surtout le contrôle, c'est ça qu'il prend en fait. D'ailleurs, je crois que même Lagardère, il n'est pas majoritaire. Ouais, je sais pas. J'avoue que je crois pourrais vraiment pas. Mais il a assez pour avoir la ligne éditoriale d'Europe 1, etc. Il y avait une question par là. Ouais, j'arrive. Hop là. Comment tu t'appelles? Robin. Robin, quelle est ta question? Je voulais savoir si dans certains de ces pays en Afrique, il y a aussi une résistance civile qui s'organise contre Bolloré, qui font aussi la fête à Vincent. Peut-être, ouais. Alors, sur place, ouais. Peut-être moi, de ce que je sais, il y a toujours, au niveau des mobilisations populaires, il y a eu beaucoup de critiques de Vincent Bolloré et de gens qui ont dénoncé publiquement le système france-africain dans lequel Bolloré s'inscrit. Mais le truc, c'est qu'actuellement, Bolloré Logistique Africa, il l'a vendu. Du coup, ça a un peu coupé l'herbe sous le pied de tout un mouvement de mobilisation. Enfin, en fait, le truc le plus angulaire de son empire a été vendu. Et à Canal+, qui est beaucoup moins le nom Bolloré qu'on voit partout, quoi. Donc, il y a toujours des critiques, mais moi, de ce que je vois, elles sont... Enfin, il y a eu une période où c'était plus le cas, et je pense pas qu'aujourd'hui, en fait, la fête à Vincent tout de suite en ce moment, par exemple en Côte d'Ivoire, peut-être au Cameroun, ça dépend peut-être des territoires. Je pense qu'il y a un mouvement de contestation qui vient plutôt des plantations qu'il a conservées, avec des plaintes qui ont été déposées contre lui de la part de salariés ou de riverains camerounais, mais il y a aussi la même chose en Asie, parce que les plantations dont on parle, il en a aussi en Asie, au Cambodge notamment. Donc là, de ce côté-là, il y a des citoyens qui sont engagés dans des procédures judiciaires contre lui depuis plusieurs années maintenant. Et voilà, pour ce que je peux dire du côté de Canal+, il n'y a pas encore vraiment de mouvement, mais on sent, si on regarde les réseaux sociaux, il y a des critiques qui émergent ici et là. Et ce qui est important aussi, c'est de se dire, les entreprises qu'il possède ne s'appellent
pas toutes Bolloré, même loin de là. Et du coup, souvent, il va dire « mais je suis que un des actionnaires du truc ». Et en fait, il y a plein de moments où il se défausse aussi grâce à cette technique de responsabilité. Enfin, il se défausse pas de responsabilité, mais au moment où les problèmes arrivent, il peut les rendre moins pertinents, entre guillemets. Et je vais aussi ajouter un autre aspect. Là aussi, je pense au cas camerounais, mais pas seulement. Il y a aussi des hauts fonctionnaires, des responsables au sein d'institutions étatiques qui ont des critiques très fortes à formuler contre Bolloré, qui les ont gardées pour eux pendant très longtemps, mais qui petit à petit ont eu des conséquences. Et c'est comme ça en fait que le groupe a perdu sa concession au port de Douala. C'est parce qu'il y avait un mouvement interne qui luttait contre Bolloré, contre un autre mouvement interne qui lui voulait conserver le groupe, enfin en tout cas les liens qu'il avait avec le groupe. Donc il y a aussi des batailles internes qui ont eu Bolloré comme objet. Et puisque tu en as parlé, là on sort un petit peu du domaine, mais tu as parlé de l'Asie, ça veut dire qu'il a investi aussi sur d'autres continents? En fait, c'est aussi les restes de l'empire colonial. Oui, il reste oui. La fameuse très banque nostalgique Riveau, finalement. voilà. La fameuse banque Riveau, en fait, donc il y avait des plantations, mais beaucoup en Asie, en fait, puisque l'empire colonial français, notamment, il est l'Indochine, mais il y avait aussi la Malaisie. C'était pas l'empire colonial français, mais ils avaient aussi des plantations en Malaisie, en Afrique, etc. Donc oui, il a récupéré tout. L'Afrique, c'est vraiment le cœur de ce qui lui a permis de s'enrichir, mais il y a aussi des choses en Asie liées à l'histoire coloniale. Ouais. Est-ce qu'il reste encore une question? Allez, les deux dernières. On a le temps? Allez, c'est bon. Les deux dernières questions. Hop là, je vais tomber. Pardon, c'était toi? Alors dis-moi, comment tu t'appelles? Cassandre. Cassandre, quelle est ta question? Moi, j'ai une amie qui a eu la grande chance de croiser Bolloré au Cameroun. Incroyable. Dans un orphelinat, il y a quelques années. Et je voulais savoir si on avait connaissance d'une mainmise dans le monde de la petite enfance. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en Afrique. Ah, intéressant. Bah, peut-être qu'il soit il adoptait un enfant, soit il se débarrassait d'un enfant. C'était lui qui finançait l'orphelinat. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'il y a un côté, oui, est-ce qu'il se cache derrière un côté un peu caritatif, quoi? Ouais. Qu'est-ce qu'on sait de ça? C'était pas du tout la question de Cassandre, mais je suis un homme blanc, donc j'ai le droit de couper la parole aux filles et d'expliquer mieux. Non, vas-y, dis-moi pardon. Non, caritatif, je pense pas, mais justement, est-ce qu'il a une emprise aussi sur ce domaine-là? Ouais. Ok. Je peux répondre effectivement. Ouais. Dans le cadre de ces liens qu'il a développés avec des hommes politiques, certaines de ses filiales ont participé au financement de la fondation Chantal Biya. Chantal Biya étant l'épouse de Paul Biya, le président du Cameroun. Donc effectivement, mais comme les autres entreprises, comme les autres multinationales, elles distribuent là où ça peut leur apporter de l'influence politique. Donc effectivement, je sais que la fondation Chantal Biya a reçu de l'argent de lui, mais comme d'autres multinationales. Parce qu'encore une fois, Bolloré, ça reste un cas emblématique, mais il n'a rien inventé dans sa manière de fonctionner. Allez, une dernière. Voilà. Alors, d'abord toi, et on fait les deux en même temps, tu vois. Quelle est ta question? Allez, alors il y a eu les dernières sorties de Macron sur hyper méprisantes sur les dirigeants africains, enfin sur l'Afrique et comment on devrait dire merci à la France pour la colonisation. Est-ce que ça peut avoir une influence sur ces gars qui sont potes avec Bolloré ou pas du tout parce que c'est qu'une question d'argent? Gardez bien ça en tête parce qu'il y a une deuxième question qui est... Malheureusement, elle va être à la Guillaume un peu longue. Tout à l'heure, en fait, ce que j'ai un petit peu retenu, c'est qu'il y a un mouvement anticolonialisme, enfin un néocolonialisme à minima, qui est en train d'arriver en Afrique. De ce qu'on a bouclé de la dernière table ronde, moi ce que je retiens, c'est clairement pas un géant en pied d'argile qui risque de s'effondrer, ça ne peut qu'empirer, ça va empirer et jusqu'à la fin. Est-ce qu'il y a un espoir à fonder sur ce mouvement anticolonialisme en Afrique pour dégager Bolloré et tous les autres hommes blancs de plus de 43 ans? Très bien, ça sera une bonne conclusion ça. Alors d'abord peut-être Macron, la première question, Macron qui dit dis donc ils sont un peu ingrats ces Africains qui ne nous remercient pas.
C'est évident que ça n'a pas plu, mais ce n'est qu'une remarque méprisante et arrogante de plus dans le long parcours qu'a eu le président Macron et le président Sarkozy avant lui. Hein. Tout ça, c'est une habitude de la part des dirigeants français et des politiques français de s'adresser aux Africains, aux dirigeants africains. Mais est-ce que c'est genre une maladresse ou est-ce qu'il y a une stratégie derrière ? Je pense qu'il s'est exprimé comme il a l'habitude de s'exprimer, mais ça n'aura pas plus. Enfin, ça a choqué évidemment, mais comme il y avait eu des précédents, voilà, c'était un élément de plus qui contribue au fait que une partie de la jeunesse et des dirigeants veulent qu'on arrête cette relation inégale et méprisante à leur égard. Et en fait, ce qu'il a dit, quand Macron a dit ça, il ciblait aussi particulièrement les dirigeants de ce qu'on appelle l'AES, donc c'est plutôt des États du Sahel, et c'est des États qui sont de toute façon en train de prendre leur distance avec la France. Donc ça n'a fait que donner un argument de plus à mobiliser à ces dirigeants, enfin que ces dirigeants peuvent mobiliser pour expliquer leur distance. Mais après, sur le plan économique, comme ils l'ont dit dans tous leurs discours, l'idée c'est qu'ils vont s'ouvrir à une concurrence plus grande. Ça n'empêchera pas, a priori, de travailler avec des entreprises françaises. Mais je pense que la différence qu'il va y avoir, c'est que la période Bolloré, il y avait vraiment une idée de monopole et la récupération de trucs qui étaient installés et qui étaient dans des rentes monopolistiques depuis des années. Et là, il va y avoir de la concurrence. C'est peut-être ça la différence en fait, mais ça ne veut pas dire que les Français vont être complètement hors du jeu. De toute façon, comme on l'a dit, le franc CFA reste là, les gens parlent français, enfin voilà. Et pour répondre à la dernière question, qui est celle de l'espoir, Fanny, est-ce qu'il y a de l'espoir ? Est-ce qu'on parlait tout à l'heure de cette jeunesse qui se levait, qui prenait conscience et qui s'activait ? Bah oui, comme le dit Someboy, je pense qu'on est dans une période de transformation. Cette contestation qu'on voit sur le terrain, elle est là depuis maintenant une dizaine d'années. Hein. Alors une partie des troupes françaises, une grande partie sont parties donc du Mali, du Niger, du Burkina Faso, donc les pays qui constituent cette AES. Le Sénégal a demandé à ce que les troupes encore présentes sur son territoire quittent. Le Tchad aussi. Donc on est dans une période d'évolution. Comment ça va ensuite se poursuivre, c'est difficile à dire parce que les Français, nos dirigeants français, l'armée française ont quand même beaucoup d'attachement à ce continent. Hein. Bolloré l'a dit, il aime l'Afrique. C'est affectif, ouais. Donc je pense qu'ils vont essayer de revenir ou de rester, enfin, voilà, mais ça sera de plus en plus compliqué, ça c'est sûr. Someboy, est-ce que tu es optimiste ? Alors, moi je crois que je suis dans une période en ce moment de pessimisme plutôt, ce qui ne me ressemble pas. Mais disons que oui, il y a des choses qui se passent qui sont hyper intéressantes au niveau des mobilisations et des prises de conscience. Ça avance très vite et ça permet de vraiment bousculer l'ordre, on va dire, France-africain qui était installé depuis des années. Après, on le voit, de toute façon, c'est un ordre qui se transforme, donc il change juste de forme. La présence militaire est peut-être moins forte, mais les accords de coopération militaire n'ont pas forcément été rompus, par exemple, avec la France. Enfin voilà, il y a plein de choses qui restent quand même là. Et surtout, moi, la question que je me pose, c'est comme on l'a vu là, cette semaine avec l'arrivée de Elon Musk et Donald Trump au pouvoir aux États-Unis, finalement, le colonialisme français a un peu du plomb dans l'aile et est en train petit à petit de se casser la gueule, mais ça ne veut pas dire que les États africains vont être suffisamment solides par rapport aux enjeux technologiques qui arrivent avec l'intelligence artificielle, la capacité à avoir ses propres serveurs. Enfin, il y a plein d'autres enjeux de colonialisme numérique qui sont en train de se mettre en place et face auxquels la France, enfin l'Europe et l'Afrique sont assez démunis. Donc là, c'est comme si on n'est pas du tout dans le même bateau. La France est quand même largement en avance, mais l'Afrique est particulièrement dépendante. Je pense aux satellites de Musk qui sont déployés, Starlink, tout ce qu'il y a de Meta, l'accès à Facebook gratuit dans certains pays via Meta. En fait, peut-être que Canal+ va perdre de l'influence, mais derrière, Zuckerberg en a une gigantesque et on voit très peu de moyens pour l'instant de la contrer. Donc moi, c'est plutôt là où je suis pessimiste.
Et je vais aussi ajouter un autre élément important et qui peut aussi pousser au pessimisme, c'est la question de la dette. Et là, qui fait intervenir le FMI. Enfin, les pays africains sont extrêmement endettés et je pense notamment au Sénégal qui a donc des nouveaux dirigeants qui sont plutôt souverainistes, mais qui vont se fracasser contre la question de la dette parce que le Sénégal est un pays hyper endetté. Donc ça va être aussi des enjeux importants qu'il va falloir regarder de près. À suivre. Merci à vous deux en tout cas. Merci. Fanny, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail? Chez Mediapart, Reporter, voilà. Mediapart, Reporter, voilà. Merci beaucoup à vous deux. Et je veux dire, nous, on est un jeune média qui est en train de se monter pour diffuser des questions d'histoire coloniale et vous pouvez nous soutenir financièrement sur le site histoirecrépue.fr. C'est très important, voilà. Super, merci Subboy, Histoire Crépue, Fanny Pigelot que vous pouvez suivre, Mediapart, Reporter, etc. Merci à vous d'être venus aussi nombreux.